Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous accueillir. Je m'appelle Isabelle Lapointe. Je travaille avec l'équipe de Cake Courrieleur depuis longtemps. J'ai eu la chance d'avoir le livre d'Étienne, le guide de l'email marketing SaaS, qui est tombé sur mon bureau à un moment donné, apporté par des mains bien intentionnées. Et puis, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. On fait du email marketing nous-mêmes pour nos opérations. On en fait, on conseille les clients. Et puis, j'ai découvert, en fait, que j'étais à la pointe de l'iceberg et qu'il y avait un énorme monde qui pouvait se déployer. Donc, aujourd'hui, on va regarder avec Étienne des automatisations qui, je l'espère, vont allumer aussi des choses dans votre cerveau et puis qui vont vous aider à faire grandir votre organisation, votre entreprise. Il y a des gens qui ont différents profils. Donc, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Étienne Garbugli. Je vais le laisser se présenter et puis je vais prendre les questions. Postez-moi les questions si vous avez des questions. Postez-les dans le chat et puis je vais les soumettre à Étienne en fin de présentation. Merci. Bon webinaire. Merci, Merci Isabelle. Donc, aujourd'hui, on va parler de 12 automatisations qui vont aider à pousser la croissance de votre entreprise. Donc, de mon profil, en fait, je fais du email marketing depuis aussi longtemps que je connais Courrieleur et que je connais François également. Parce qu'en fait, Courrieleur était la première plateforme que j'ai utilisée au niveau du email marketing quand j'étais chez Bikini Village, fut un temps par le passé. Donc, ça fait quand même quelques années que je travaille directement ou indirectement au niveau du email marketing. Dans les dernières années, j'ai écrit un livre spécifiquement sur l'email marketing, mais au niveau du software as a service, du SaaS. J'ai également écrit d'autres livres sur des domaines qui sont connexes. J'étais en charge de tout ce qui était l'engagement, la relation client chez une compagnie qui s'appelle Lander, qui est une compagnie de Montréal. Et pendant mon temps dans l'entreprise, dans le fond, on a créé un programme cycle de vie. Dans le fond, toutes les interactions avec les clients par l'automatisation, également le volet qui était plus direct, qui était pas toujours par l'automatisation, qui a une contribution justement au chiffre d'affaires, de la croissance du chiffre d'affaires de 4x pendant ce temps-là. Donc, on a fait plusieurs stratégie et plusieurs tests au niveau du marketing par courriel qui a poussé justement la rédaction du livre. C'est un peu pour partager certaines de ces expériences-là qui ont aidé plusieurs entreprises depuis ce temps-là. Donc, la thèse un peu ou l'idée derrière cette présentation-là est que c'est fort probable que vous n'utilisez pas l'automatisation des courriels à son plein potentiel. Donc, dans une PME, le temps et les ressources sont limitées. Généralement, quand on investit dans une campagne, une initiative, ça veut généralement dire qu'on va en aborder une autre. Donc, il faut toujours faire des décisions sur quelles sont les priorités. Et souvent, quand on n'a pas nécessairement l'habitude de faire l'automatisation, c'est difficile de vraiment prioriser ça ou de prendre ça comme priorité. Donc, il faut souvent gérer en parallèle notre travail au niveau des clients, au niveau du marketing, au niveau du produit, au niveau des opérations, au niveau de la gestion. Et ça rend ça difficile de vraiment pouvoir faire du temps pour pouvoir opérationnaliser ou s'extraire des opérations pour pouvoir automatiser des trucs qu'on a déjà fait peut-être manuellement qui fonctionnent déjà. Donc, il y a des éléments comme ça qui peuvent vraiment aider au niveau de gagner en efficacité que l'automatisation, tant l'automatisation de courriel que l'automatisation en général peuvent aider. Donc, ça peut permettre de maximiser le temps investi, d'en arriver à augmenter les ventes, de mettre de l'avant l'expérience optimale pour vos clients et de la répéter. Ça, c'est un grand point au niveau de l'automatisation des courriels. C'est lorsqu'on réussit à identifier une formule qui fonctionne bien, une façon de communiquer à ses clients. En prenant cette meilleure version-là qu'on a identifiée, on réussit peut-être à la maximiser en l'utilisant de manière constante avec nos différents clients pour vraiment aller chercher le maximum de bénéfices. D'améliorer les opérations et de réduire les tâches redondantes à faible valeur ajoutée. Donc, il y a beaucoup de façons de faire ça quand on essaie d'être créatif par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'automatisation du marketing, l'automatisation des opérations et la mise en application d'un modèle qui va vous permettre un peu de déterminer quelles sont les meilleures options, les options les plus efficaces pour vous en termes d'automatisation.
Donc, on parle un peu d'automatisation des trucs qui sont plus classiques en commençant. Donc, une des choses que probablement vous faites déjà dans votre entreprise, c'est que vous avez des gens qui s'inscrivent sur votre site pour l'infolette, par exemple, comme dans plusieurs entreprises. Donc, vous allez avoir un formulaire, les gens vont s'inscrire. Et un des trucs qui est comme l'objectif souvent pour les entreprises n'est pas nécessairement juste de bâtir une liste de courriels. Une des choses que beaucoup d'entreprises ne font pas est vraiment de développer la relation avec les gens pour essayer de faire soit changer leur point de vue ou soit les pousser vers l'action, vers l'entreprise, que ce soit pour les pousser vers un achat, vers un appel, vers un démo, vers une rencontre. Et ça, ici, c'est un exemple justement d'une entreprise française qui, suite à justement l'abonnement à l'infolette, ils vont développer un peu la relation, ils vont commencer à rajouter de l'information, éduquer les clients, trouver des façons vraiment de donner des ressources qui sont utiles pour que les personnes puissent se faire une tête et puissent un peu comprendre quel type de valeur l'entreprise peut faire ou quel type d'action ils pourraient faire justement pour améliorer leur performance par rapport à justement dans ce cas-ci, le marketing par contenu. Donc, si vous voulez faire une séquence pour engager vos abonnés d'infolette, et c'est un peu la structure qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est bien important de comprendre pourquoi les gens s'inscrivent à votre liste. C'est souvent très pertinent, surtout sur un blog ou sur un site, s'il y a différents points d'entrée où vous avez différentes stations d'entrée pour votre liste, d'essayer de capturer un peu la raison ou capturer au moins le contexte dans lequel les gens se sont inscrits, parce que ça permet de comprendre quelle transition, quel parcours les gens s'attendent à faire. Donc, dans le fond, si on comprend où on essaie d'emmener les gens et d'où ils partent, on réussit à créer certains jalons qui vont nous permettre vraiment de faire une migration, faire une transition auprès de la personne. Donc, dans ce cas-ci, on développe un peu une séquence qui éduque ou qui peut peut-être causer la remise en question du dessinateur par rapport à certaines croyances ou certaines opinions par rapport à ce point de vue-là. Et ça, dans le fond, dans ce type de séquence-là, que ce soit pour un produit, que ce soit pour une conversion au niveau des ventes, on peut l'évaluer par rapport à la transition à ce point B-là, dans le fond. Est-ce qu'on a réussi à convaincre les gens de s'inscrire à notre produit? Est-ce qu'on a convaincu les gens de considérer notre produit ou d'avoir un appel avec nous? Donc, c'est une façon un peu de passer d'une inscription simple à une action qui est pertinente pour l'entreprise. Donc, ici, je fais une séparation, c'est un peu similaire, mais si on parle tout le contexte des infolettes en général, qui peuvent avoir plusieurs façons d'être déroulées. Souvent, les entreprises vont avoir une infolette qui ne va pas nécessairement créer le niveau d'action qui est voulu par rapport à ça. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs précis par rapport à ce qu'on essaie d'accomplir avec notre infolette. Dans ce cas-ci, c'est un exemple justement par rapport je pense que c'est au niveau des soins de beauté. Donc, dans le fond, comment on crée une relation, comment on crée un engagement auprès de notre auditoire. Et dans ce cas-ci, on part de la même logique où il faut vraiment comprendre pourquoi les abonnés nous ont donné la permission de leur envoyer des courriels. Parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue de livrer tout en essayant de pousser nos objectifs commerciaux. Donc, idéalement, on trouve un peu cette correspondance entre les deux éléments pour en arriver vraiment à faire progresser la relation avec ces clients-là. Donc, on peut l'évaluer en fonction de l'engagement des membres sur la liste, au niveau des gens qui prennent les actions, qui vont réussir qui vont faire des achats. Donc, il y a différentes façons de faire ça, mais c'est un peu le défi avec les infolettes en général ou les courriels comme ci. Une approche qui est vraiment utile, qui est vraiment intéressante de ce côté-ci, souvent, c'est les cours, dans le fond, de créer un cours sur un sujet ou de créer une séquence de cours qui peuvent être automatisés. Donc, si on a une personne qui a un intérêt pour un certain sujet, ça nous permet un peu de créer une séquence qui permet de faire un peu l'éducation de cette personne-ci ou l'amener sur l'amener à vraiment pousser certaines actions qui sont pertinentes pour cette personne-là. Donc, même les infolettes par elles-mêmes peuvent être automatisées. Souvent, l'infolette comme telle devient un projet. Donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle infolette, l'entreprise se mobilise, ce qui fait que dans beaucoup de cas, ça fait que des fois, c'est difficile de maintenir la cadence.
Mais lorsqu'on le regarde d'un point de vue de l'objectif de l'infolette, ce n'est pas toujours important d'avoir quelque chose qui est nouveau à chaque fois. Donc, ce n'est pas toujours le concept du newsletter qui est nécessaire. Des fois, c'est d'avoir quelque chose qui correspond au sujet que les gens sont intéressés ou qui permet de faire progresser leur pensée par rapport à un certain sujet. Donc, il est possible de prendre des newsletters ou des infolettes qui ont déjà été créées et de les reprogrammer d'une manière d'avoir une séquence qui permet de pousser justement les comportements des clients. Étienne, si je peux me permettre, quand tu parles Oui. d'une infolette, tu parles d'une infolette, une unité, ou tu parles d'une infolette en séquence, par exemple une série de courriels sur un sujet particulier, juste pour clarifier, s'il te plaît. Je pense que souvent, dans le fond, les gens regardent le concept d'infolette en tant qu'un seul message, mais il y a des possibilités justement de les mettre en séquence qui est vraiment intéressant dans ce cas-ci parce que ça permet d'évaluer ça un peu plus comme une séquence de courriels et leur impact sur le comportement des gens. Donc, dans le fond, si je prends comme référence justement chez Lander, ce qu'on faisait spécifiquement, c'est on avait une séquence, un groupe, une cohorte, mettons, de gens qui voulaient faire la production musicale. Et donc, on avait un peu créé une infolette qui était vraiment une automatisation, mais qui permettait de vraiment découvrir le domaine, d'approfondir leurs connaissances sur différents éléments, mais également de découvrir d'autres ressources qui, au final, étaient profitables pour l'entreprise dans ce contexte-là. Donc, on essaie un peu d'amalgamer les objectifs commerciaux avec les objectifs vraiment de la personne qui s'est inscrite à l'infolette. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution, les infolettes. C'est un peu l'autre partie, la contrepartie de ça. Donc, dans le fond, tout ce qui est la vente, que ce soit la vente incitative ou les ventes croisées, dans le fond, c'est des trucs qui sont parfaits pour le courriel. Dans le fond, surtout lorsqu'on a un contexte, on comprend vraiment ce que la personne a acheté déjà, quel produit elle possède ou quel produit elle a déjà, pourquoi elle a acheté ces produits-là par le passé. Donc, ici, c'est un exemple au niveau de la nourriture pour animaux. C'est pas nécessairement facile de trouver des bons exemples en français, mais disons que dans le fond, dans ce contexte-là, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a souvent beaucoup d'opportunités de mettre d'avant un peu nos produits. Et beaucoup d'entreprises ne le font pas assez. Dans le fond, en étant plus agressif, souvent, ça va augmenter les ventes des entreprises. Donc, c'est une bonne façon justement de faire rayonner un peu les autres produits ou les autres bénéfices que notre entreprise a. Donc, vraiment comprendre les intentions d'achat. Si on comprend pourquoi les gens ont acheté un produit déjà ou n'ont pas fait un achat, on peut réussir à leur vendre le bon produit au bon moment. Donc, vraiment, il faut comprendre ce contexte-là. Si on a un CRM ou on a une base de données, on peut savoir qui a acheté quel produit. Et si on a une séquence de produits qui sont complémentaires, dans le fond, ça permet vraiment de faire des belles campagnes de ce côté-ci. Donc, une façon qui fonctionne bien de ce côté-ci, c'est vraiment surtout si on fait la vente croisée, c'est vraiment de les positionner comme la prochaine étape. Donc, si je suis en train, par exemple, de faire la production musicale, j'ai déjà pris mon abonnement et ce qui vient après, dans le fond, c'est d'acheter peut-être des plugins ou d'acheter d'autres trucs comme ça. Si j'ai un chien, j'achète de la nourriture, possible qu'il y ait quelque chose qui est complémentaire à ça, qui est intéressant. C'est vraiment de bâtir un peu un modèle comme ci et de faire des campagnes comme ça qui peuvent être automatisées au niveau des clients. Lorsqu'on a des clients justement qui sont satisfaits, c'est une bonne idée de bâtir certaines automatisations qui vont nous permettre vraiment de manière constante d'aller créer une base de référence, une base de commentaires positifs ou de commentaires sur les différentes plateformes en ligne. Ça permet de bâtir un peu la visibilité de l'entreprise, mais également le volume de références. Et c'est également une ressource qui devient utile lorsque les autres entreprises ou les autres personnes sont en processus de magasinage. Donc, surtout si on est dans une situation où on a un concept de promoteur, donc on a une idée qui sont nos clients qui sont vraiment satisfaits par notre produit. Donc, si on a, mettons, le concept du NPS peut être déjà en place ou si on est dans une situation où vraiment on sait que ces clients-là ont été satisfaits par notre produit, c'est une bonne idée d'automatiser une demande de citation ou de témoignage vidéo
ou de commentaires qui va être visible en ligne, qui va nous permettre d'être utilisé dans notre une mécanique de promotion. Souvent, dans ce contexte-là, ce qui aide vraiment, c'est d'envoyer un courriel de la part de l'entreprise. C'est souvent, ça va performer mieux. Dans le fond, les gens vont être plus à l'aise à aller partager leurs vraies opinions quand ça vient d'une entreprise et non pas quand ça vient d'une personne directement. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est bien, c'est d'avoir un lien qui est aussi direct que possible vers le formulaire ou vers la plateforme pour publication. De cette manière-là, ça évite un peu d'avoir du désistement ou des gens qui vont abandonner avant de fournir leurs références. Donc, c'est bien d'avoir ce type de séquence-ci, que ce soit pour une entreprise justement qui fait affaire qui a un magasin ou quelque chose comme ça, dans le fond, de bâtir sa base de commentaires sur Google ou autres plateformes que vous utilisez qui sont pertinentes pour votre auditoire. Mais quand on sait qu'on a des clients qui sont satisfaits, on peut faire encore davantage avec ces clients-là. Dans le fond, on peut les mobiliser pour qu'ils nous aident à identifier d'autres clients. Surtout dans un contexte, si on fait du B2C, du business to consumer, on peut réussir à trouver des gens qui peut-être ont des personnes dans leur famille ou des personnes dans leurs entourages qui cherchent le même type de produit. Donc, on peut essayer de les mobiliser ou d'essayer de les encourager à faire la recommandation de nos produits de ce côté-ci. Donc, c'est un peu la même mécanique où, à la base, on essaie d'identifier les clients qui sont satisfaits, surtout si on veut vraiment se limiter aux clients qui sont vraiment satisfaits de ce côté-ci. Et on trouve une façon de les mobiliser, dans le fond, s'il y a des bénéfices additionnels qu'on peut leur fournir ou s'il y a un incitatif pour partager. Si vous avez déjà utilisé, par exemple, Airbnb, entre autres, qui ont toute une mécanique en place pour tout ce qui est des références de deux côtés où je partage le produit au final. J'ai des bénéfices également de mon côté. C'est le type de choses qui peuvent être effectuées de ce côté-ci, mais même une version plus simple que ça, dans le fond, juste d'avoir de fournir des contenus puis de demander aux gens de partager s'ils sont satisfaits avec le produit. Ça peut déjà être une bonne façon d'aller identifier d'autres acheteurs ou d'autres clients potentiels. Donc, c'est une façon un peu surtout si on met en place un peu des analytiques, ça nous permet vraiment d'aller rechercher un peu qui a réussi à créer des références ou qui nous a amené des nouveaux clients. Et ça peut être vraiment pertinent de ce côté-ci. Donc, il y a vraiment cette mécanique-là où, quand je sais que j'ai des clients qui sont satisfaits, il y a plusieurs choses que je peux faire pour réussir justement à aller tirer de la valeur pour mon entreprise de ce côté-ci et accélérer la croissance. Inversement, qu'on ne regardera pas nécessairement ici, si on a des clients qui sont moins satisfaits, il y a d'autres types de séquences qui peuvent être faites. Il y a peut-être des façons d'essayer de les ramener dans le giron de l'entreprise ou de les reconvaincre ou de satisfaire avec des services. Donc, il y a plein de choses qu'on peut explorer de ce côté-ci. Une autre façon de faire ça ici, c'est de fidéliser les clients. Donc, j'ai un peu converti tout ce qui est la logique un peu au niveau du software as a service, de la récurrence de ce côté-ci. Mais il y a certains bénéfices qu'on peut offrir même quand on a une entreprise qui n'a pas une mécanique de revenus récurrents. Donc, on peut vraiment avoir des différents bénéfices qu'on peut offrir à nos clients qui sont fidèles. Donc, on peut avoir leur offrir l'accès à des événements ou à des invitations privées ou à des ressources qui sont spécifiques ou donner du service additionnel ou leur donner du support additionnel. Donc, si on a une idée de qui sont nos clients qui sont les plus rentables et qui sont les plus importants pour notre entreprise, on peut, en utilisant certaines automatisations, leur offrir des bénéfices additionnels qui vont tout simplement les aider à développer leur relation avec l'entreprise et encore à être encore plus satisfaits de l'interaction avec la compagnie. Donc, on peut automatiser en fonction de la fidélité envers la marque. Donc, si on a quelqu'un qui a fait plusieurs transactions avec l'entreprise, on peut leur offrir un certain bénéfice. Si la personne fait des achats chaque mois depuis plusieurs années, il y a une façon de les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, si on crée une notion d'exclusivité dans ce cas-ci, ça peut être vraiment pertinent justement d'offrir des communications qui sont vraiment spécifiques à ces personnes-là et de leur offrir un sentiment d'être des clients qui sont spéciaux pour nous.
Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent être automatisés de ce côté-ci qui sont vraiment intéressants en termes de développer l'expérience client ou la relation client avec notre entreprise. Tu parles de limiter, excuse-moi, tu parles de limiter Oui. le nombre d'envois. C'est limiter le nombre d'envois en termes de te garder vraiment un petit groupe de VIP ou c'est limiter le nombre d'envois en termes de quantité? Je pense que je suggérerais les deux, surtout dans des cas où il y a des bénéfices qui sont peut-être plus exclusifs, qui sont plus importants de ce côté-ci. Mais il y a une possibilité de développer un programme qui est peut-être que justement, si ça fait si plusieurs transactions que je fais avec l'entreprise, dans le fond, on me donne quelque chose qui est moins exclusif, mais plus ça avance, plus j'ai des bénéfices qui sont spécifiques. Fait que dans le fond, ça dépend un peu comment vous voulez fidéliser vos clients, mais il y a des façons de vraiment de cerner vraiment les clients et de les faire sentir spéciales par rapport à leur interaction avec l'entreprise. Un autre volet de ce côté-ci, c'est de réengager les clients qui sont désengagés. Donc, plus ça avance et plus notre liste se développe, plus il va y avoir des contacts qui vont être désactivés ou désengagés. Ça peut être intéressant d'essayer d'en réactiver. C'est pas toujours ce qui est la meilleure, la stratégie qui est la plus rentable pour l'entreprise, mais ça peut être une bonne façon justement d'essayer de réactiver certains comptes, réactiver des clients passés. Donc, si on trouve une façon de leur communiquer des bénéfices additionnels ou de les inviter on peut reprendre un peu ce qu'on mentionnait pour la fidélisation, mais on peut faire des campagnes qui sont spécifiques à ces personnes-là. Surtout avec la majorité des plateformes, il va y avoir souvent des outils qui vont nous permettre de savoir si un contact a ouvert un courriel dans les derniers 6 mois. Donc, si ça fait très longtemps que les gens n'ont pas cliqué sur un lien, n'ont pas ouvert un courriel, souvent, il y a des bons indicatifs qui, soit leur adresse courriel ne fonctionne plus, ils n'ont plus accès, ils ne regardent plus cette adresse-là, ou soit ils sont désengagés, ils ne sont plus intéressés nécessairement par l'offre de l'entreprise. Donc, il y a des bonnes façons justement d'identifier automatiquement les clients qui sont inactifs ou les contacts qui sont inactifs. Une bonne façon d'essayer de les réengager, c'est d'avoir une séquence où on va avoir un bénéfice quelconque qui est offert à ces personnes-là. C'est une façon un peu de tester s'ils sont actifs. Ça peut être justement d'offrir un livre blanc, d'offrir un rabais ou quelque chose comme ça, qui est un peu la campagne qu'on regardait ici. Et s'il ne se passe rien, si dans le fond, il n'y a pas de réaction de ce côté-ci, c'est souvent une bonne idée de les désinscrire, ce qui a souvent un bel impact sur la livrabilité. Donc, on réduit le nombre de contacts qui n'ouvrent pas, on réduit le nombre de contacts qui envoient des signaux négatifs aux plateformes, aux plateformes de courriel. Donc, dans le fond, ça permet un peu d'améliorer la situation également de ce côté-ci. Donc, il y a un certain volet de faire du ménage dans notre base de données qui est nécessaire. Plus on avance et plus on développe notre base de prospects, notre base de clients. Sinon, un autre cas qui est très commun, surtout au niveau du commerce électronique, c'est le concept des paniers abandonnés. Donc, si je sais qu'un client potentiel ou qu'une entreprise a regardé, a essayé d'acheter un produit, n'a pas terminé l'achat, il y a beaucoup de compréhension au niveau de l'intention d'achat de ce côté-ci qui peut être intéressante à travailler avec. Beaucoup de commerce électronique va justement avoir une séquence de courriels. Il y a des outils qui existent spécifiquement pour envoyer des courriels au niveau du panier abandonné. C'est une bonne stratégie, mais ce n'est pas nécessairement limité au commerce électronique. Donc, c'est possible de faire la même chose si on a un produit, si on a un service qu'on offre. Donc, dès qu'on sait qu'une certaine entreprise a peut-être accéder à un processus d'achat ou peut-être même s'ils ont gardé notre page de prix sur notre site et on a accès à cette information-là. Dans le fond, ça peut être une bonne façon de réengager ces personnes-là pour voir s'il y a une possibilité d'essayer de réduire un peu la friction et de les convaincre de convertir, d'acheter le produit, d'acheter le service. Donc, dans ces cas-ci, pour éviter un peu de donner l'impression qu'on est un peu trop on observe un peu trop leur comportement. Dans le fond, c'est une bonne idée de communiquer directement de la part de l'entreprise, de faire référence aux produits, à ses bénéfices. Dans le fond, d'essayer de
d'un peu de mettre de l'avant pourquoi c'était un bon achat et d'essayer de convaincre la personne de terminer la transaction. Dans des cas, surtout du commerce électronique, c'est une bonne idée d'offrir un rabais ou une assistante quelconque pour justement de les aider à finaliser leur transaction. Donc, ça, c'est tout ce qui est le volet plus marketing ou commercialisation de ce côté-ci. Il y aurait d'autres exemples qu'on aurait pu regarder. Mais il y a également des cas au niveau des opérations. Dans le fond, on peut utiliser des automatisations pour gérer différentes tâches ou pour avoir l'information ou pour en arriver à améliorer nos produits ou faire plusieurs différentes actions comme ci. Il y a des outils qui peuvent être utilisés en conjonction avec notre plateforme de marketing par courriel. Donc, si on utilise un Zapier, on peut faire des connexions entre les différents outils et les données qui sont passées là. On peut connecter avec des Google Sheets ou d'autres informations comme ça. Donc, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous lorsqu'on commence à faire de la recherche au niveau de l'automatisation, mais on va regarder 5 exemples, je pense. Donc, ça, c'est de mes campagnes à moi spécifiquement. Donc, merci d'avoir acheté mon livre. Nous sommes prêts à expédier votre copie du livre. Il nous faut simplement savoir où l'envoyer. Quelle adresse de livraison devrions-nous utiliser? Dans ce cas-ci, je n'ai pas accès à l'information des adresses. Donc, c'est seulement une façon d'un peu de gérer justement la relation client et ça fonctionne très bien. Dans le fond, les gens vont donner l'information. On peut imaginer le même genre de courriel pour tout le processus de personnalisation, donc de configuration d'un service ou de demande d'informations additionnelles par rapport à un engagement. Donc, si on a une demande de démo, on peut envoyer un courriel qui est idéalement qui semble personnel, mais qui peut demander de l'information additionnelle par rapport à la situation de l'entreprise. Donc, on peut aller quand même assez loin dans cette direction-là, mais ça, c'est un exemple simple où justement, je n'ai pas l'information de l'adresse, je demande l'information de l'adresse, les gens me le donnent et ça permet justement de faire la transaction. Donc, ça peut être pour des communications internes ou externes. Dans certaines situations, c'est possible également d'envoyer des courriels à l'interne dans son entreprise s'il y a des mises à jour qui sont à effectuer. C'est souvent une solution intérimaire, donc ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement une solution long terme, mais c'est une façon un peu d'en arriver à avoir des résultats opérationnels qui sont plus efficaces que la solution manuelle. C'est surtout si on est dans une situation où à chaque fois que j'ai un client qui achète le produit, je dois leur envoyer un courriel. C'est le type de situation qu'on doit cerner et se dire, OK, ben ça, si je peux l'automatiser, il y a vraiment un bénéfice pour moi parce que je n'aurai pas à le faire à chaque fois. Et je peux également améliorer le message pour vraiment mettre mon meilleur pied de l'avant ou ma meilleure perception de l'avant et d'avoir le meilleur message à chaque fois. Donc, identifier les problématiques et les tâches récurrentes, on va le regarder un peu plus tard, créer l'automatisation et d'ajuster jusqu'à ce qu'on minimise vraiment le volume de travail de ce côté-ci. Donc, on parle vraiment dans ce cas-ci d'optimisation des opérations. Capturer des feedbacks. Ici, c'est un exemple qui est plus commercial, mais on peut penser à des éléments de poser des questions spécifiques par rapport à un élément du produit. S'il y a des comportements qui sont intéressants de nos clients, on peut poser une question vraiment poussée, une question ciblée. S'il y a on veut avoir une note par rapport à un élément spécifique de notre produit ou de l'expérience client, on peut demander par rapport à ça. Donc, si on a de l'information qui nous permet de savoir qu'est-ce que le client a fait, dans le fond, on peut souvent avoir une demande d'avis, une demande d'information, une demande de faire un sondage, dans le fond. Donc, il faut vraiment identifier les moments clés où ça fait du sens de demander des rétroactions ou des commentaires. Idéalement, c'est une recommandation en général, c'est de couper les questions qui ne mèneront pas un changement. Souvent, les entreprises vont arriver avec un sondage de 450 pages et au final, le taux de réponse va être comme ci. Donc, c'est préférable d'y aller avec soit des questions uniques qui peuvent idéalement être directement répondues dans le courriel, surtout si c'est un courriel qui semble être d'une personne directement. Ça peut être une question ouverte. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette partie de notre service? Ou encore peut-être un bouton, est-ce que vous aimez ci ou ça? Donc, différents contextes de ce côté-ci. Et si c'est nécessaire, on peut créer un sondage. Souvent, les entreprises vont se limiter à justement créer un gros sondage pour envoyer sur nos clients. Mais ce qui est souvent plus efficace, c'est d'avoir vraiment des micro-questions selon différents comportements, selon différents trucs à l'interne qu'on discute. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas certain de la structure du site, c'est possible de demander aux gens
par courriel. C'est possible de leur demander leurs commentaires. Donc, il y a plein de façons d'utiliser les feedbacks des clients. Et on peut également attacher ça avec du Zapier et d'autres choses comme ça pour vraiment prendre les questions et les envoyer peut-être dans un chat GPT ou d'autres choses comme ça, selon ce qu'on veut faire. Faire des suivis clients. Dans le fond, ici, c'est un exemple vraiment qui semble être un courriel d'une personne de HubSpot spécifiquement. Donc, vraiment, il y a une situation où je recommanderais vraiment de s'assurer de contacter tous nos clients, tous nos contacts au moins une fois par 6 mois environ. Des fois, c'est une question de faire un suivi, de faire progresser la relation, de pousser ci. Ce qui est intéressant au niveau de l'automatisation, c'est un peu de faire la recherche inverse, c'est de regarder qui n'a pas été contacté depuis 8 mois, 10 mois. Parce que c'est malheureusement pas vrai que si on a une base de clients, une base de courriels et on les laisse sans contact, ils vont être toujours disponibles dans le futur pour communiquer avec nous, pour acheter nos produits. Dans beaucoup de cas, les gens passent à autre chose, ou oublient l'entreprise ou travaillent avec une autre entreprise. Donc, c'est toujours une bonne idée d'essayer de pousser un peu les actions de ce côté-ci. Donc, si vraiment il y a une action clé qui s'est passée, donc une transaction, une conversation, on peut faire un suivi, on peut faire comment ça se passe avec la voiture que vous avez achetée. Est-ce que tu es toujours satisfait de ton meuble que tu as acheté dans l'entreprise, peu importe la situation dans ce cas-ci. Donc, il y a des façons un peu comme si de juste revenir dans le giron ou dans l'expérience de la personne et de rappeler aux gens qu'on existe, que l'entreprise est là. Des fois, ça peut réactiver des relations, ça peut réactiver des clients comme ci également. Donc, dans ce cas-ci, vraiment, c'est de ne pas mettre de pression, d'avoir un ton décontracté, gabarit texte également. Beaucoup des communications ici, dans le fond, c'est souvent très efficace avec un gabarit plus texte qui est plus personnel. Donc, ça, c'est une bonne façon vraiment d'en arriver à vraiment créer des relations avec les gens. Et notre dernier exemple ici, c'est vraiment au niveau du transactionnel. Vraiment, c'est la gestion des cartes de crédit, des achats de ce côté-ci. Ça peut être problématique, justement, de laisser les cartes expirer au niveau de l'attrition, de perdre les relations avec les clients. Donc, c'est souvent une bonne idée si on a une carte de crédit qui est sauvegardée sur notre plateforme, de communiquer avec les clients pour qu'ils les mettent à jour. Il y a également d'autres éléments qu'on peut faire au niveau de ça avec leur adresse d'entreprise. Il y a des façons d'utiliser ces courriels qui sont un petit peu plus opérationnels ou des courriels qui sont plus transactionnels, mais ça peut être des façons quand même de réactiver la relation, d'avoir vraiment garder une certaine visibilité auprès des clients. Donc, c'est une bonne idée d'ouvrir la porte au service à la clientèle et d'offrir des alternatives lorsque c'est possible. Donc, c'est quelques options comme ci d'automatisation. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Je pense qu'un des problèmes spécifiques de l'automatisation est qu'il faut identifier les codes d'utilisation qui sont vraiment pertinents pour nous. C'est facile de se lancer, de commencer à tout automatiser, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être un bon investissement de temps. Donc, on va garder un peu un modèle qui permet de penser à ça un peu, de réfléchir à ça. Donc, si on se pose la question de quoi automatiser, un peu pour ça, parce qu'on pourrait automatiser pratiquement tout. Des fois, je parle à des entreprises qui se sont créées 150 courriels. Il y a des courriels qui partent, qui s'envoient une fois par 3 mois. Et est-ce que ça valait vraiment la peine de créer un courriel, créer une campagne spécifique pour ça? C'est peut-être un super bon message, mais si personne ne le reçoit, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut regarder ça au niveau de la fréquence d'envoi, dans le fond, la fréquence de l'action qui est derrière ça. Dans le fond, si on envoie un courriel après chaque transaction, ce courriel-là est défini, ou la fréquence de ce courriel-là est définie par le nombre de transactions qu'on a. Donc, si on va envoyer un courriel de demande de référence à tous nos clients, ça dépend du nombre de clients qu'on a. Donc, dans ce cas-ci, il y a un volet qui est vraiment à quelle fréquence les actions les actions liées vont se passer. Et de l'autre côté, c'est quel impact le courriel peut avoir, dans le fond. Est-ce que c'est une question de sauver du temps? Est-ce que c'est une question vraiment de faire plus de ventes, de clore plus de ventes? Donc, si on a une séquence, une situation où on a une grande fréquence,
et on a un impact potentiel pour l'entreprise au niveau des revenus, au niveau de la rétention des clients, c'est souvent une bonne opportunité dans ce cas-ci. Donc, dans le fond, c'est toujours préférable d'avoir une stratégie au niveau de ce qu'on automatise parce que c'est vraiment la boîte de Pandore une fois qu'on commence à s'y mettre. Donc, deux perspectives que je vous donne un peu ici. Dans le fond, on peut commencer à regarder un peu dans l'entreprise quelles tâches sont effectuées chaque jour, chaque semaine. On peut prendre des notes. Dans le fond, on peut juste se répéter, OK, ben, j'ai envoyé ce courriel-là 6 fois cette semaine. J'ai envoyé cette information-là 12 fois cette semaine. Donc, juste prendre des notes, prendre des statistiques par rapport à ça. Ça va donner une idée un peu du volet opérationnel de ce qui se passe des fois au niveau du marketing. On peut également prendre note de ce qu'on fait au niveau du marketing, social marketing, dans le fond, de ce côté-ci. Donc, ça peut être une bonne idée de juste voir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui se répète, parce que ça devient des opportunités d'automatisation si on a un certain succès par l'entremise de ces actions-là. Et également, de ce côté-ci, si on voit justement des améliorations potentielles, s'il y a vraiment, on voit une problématique dans notre entreprise où les clients ne font pas une deuxième transaction, où les clients achètent trop peu au niveau du panier d'achat, où les clients ne complètent pas nécessairement une certaine action qu'on veut qu'ils complètent, on peut prioriser ces actions-là spécifiquement. Donc, c'est vraiment quelles sont les opportunités et quelles sont les choses qu'on fait déjà qu'on pourrait automatiser pour s'améliorer. J'ai une préférence personnellement, tous mes trucs personnels, pratiquement, c'est tout du vraiment personnel. Plus on a l'impression qu'un courriel vient d'une personne, une vraie personne, plus il y a de chances qu'on l'ouvre, plus il y a de chances qu'on veuille répondre, qu'on veuille agir par rapport à cette action-là. Donc, c'est un peu l'effet négatif de l'automatisation. Donc, on essaie de trouver le juste moment où on peut avoir l'automatisation qui semble personnelle et qui peut vraiment m'inciter à faire les actions sans nécessairement que ça soit quelque chose qui doit être fait vraiment de manière message par message. Donc, on peut identifier un point de départ habituellement pour chaque automatisation. Il nous faut un point de départ pour l'automatisation comme telle, que ce soit un achat, une inscription, une période de temps qui est passée, une information qui est fournie, une information qui est mise à jour, un statut qui change, une période d'inactivité. Donc, dès qu'on a une action claire, on peut utiliser ça comme le point de départ d'une automatisation. Donc, qu'on prenne les données de d'autres systèmes et qu'on les fournisse à notre plateforme de courriel, ou qu'on ait intégré tous nos systèmes ensemble, ou qu'on utilise des CSV, il y a possibilité de faire de l'automatisation. Donc, je parle des fois des entreprises qui font des mises à jour via CSV. Dans le fond, ils vont exporter de leur base de données, ils vont avoir une liste et voici toutes les personnes qui ont fait un achat cette semaine. OK, on va les ajouter à notre système. Et en attendant qu'on connecte les systèmes ensemble, on va servir de ce système-là pour faire de l'automatisation. Donc, il y a des façons d'arriver à avoir les bénéfices de l'automatisation sans nécessairement devoir tout développer une solution qui est hyper complexe. Et de là, dans le fond, je te recommande souvent de minimiser les éléments qui sont personnalisés dans les courriels. Non seulement parce qu'il y a un rendement diminué, c'est un diminishing return au niveau de la personnalisation. Donc, plus on personnalise, éventuellement, ça ne fait plus vraiment de différence. Et des fois, ça peut faire l'effet inverse où les gens commencent à penser que le courriel est vraiment un peu épeurant. Ici, c'est un exemple justement d'Intercom où ils prennent automatiquement, ils ont une vidéo et ils insèrent un site Internet dans l'image ici. Aujourd'hui, il y a des technologies pour faire des images personnalisées, des sons personnalisés, des messages personnalisés. Donc, on peut pousser ça très, très loin. Mais ultimement, il faut regarder ce qui ajoute vraiment au niveau de la performance. Donc, qu'est-ce qui va vraiment faire que notre campagne réussit davantage? Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas nécessairement d'aller avec la Cadillac de la personnalisation. Donc, la personnalisation est importante, mais pas trop, pas aller trop loin. L'automatisation comme telle
Je pense que vous avez des bons webinaires que vous avez faits chez CakeMail pour justement présenter les solutions de ce côté-ci. Et ce qui est recommandé, c'est vraiment de faire du suivi des campagnes et souvent d'avoir de se mettre une séquence pour regarder si vraiment ça performe comme on veut. Parce que c'est davantage que de juste mettre en place des automatisations. Les automatisations doivent performer parce que sinon, on fait juste rajouter du bruit à nos clients ou à nos utilisateurs. Donc, c'est une bonne idée de vraiment garder un œil sur les performances et s'assurer que ça pousse vraiment les bonnes actions chez les clients. Puis, on peut passer à la prochaine opportunité. Donc, de manière générale, l'automatisation de courriel, c'est beaucoup plus que les séquences de bienvenue. Donc, on peut pousser ça très loin. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et également, on peut parler des différents canaux. On peut faire du chat avec ci, avec ça. Donc, il y a plein d'autres choses. C'est plus une introduction de ce côté-ci. Et il y a des opportunités tant au niveau marketing qu'au niveau opérationnel. Donc, peut-être une bonne première étape est vraiment de faire une audit des éléments que vous faites qui sont répétitifs et qui pourraient peut-être être automatisés de votre côté. Puis de regarder un peu qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de l'automatisation. Il y a peut-être des idées qu'on a discutées ici qui seraient intéressantes dans votre entreprise. C'était ça l'objectif. Donc, voilà, si vous avez des questions. Parfait, merci Étienne. Je voulais, juste pour terminer peut-être, si on est une entreprise, tu dis de regarder les tâches qui sont répétitives puis tout ça, est-ce que tu conseilles par exemple de tout automatiser d'un coup, de faire un test sur un petit groupe, de faire un test sur un projet? Si, mettons, j'ai aucun processus d'automatisation dans mon entreprise ou dans mon organisation, parce qu'il y a des gens qui ont des organisations aussi. Tu as parlé tout à l'heure des CSV. J'imagine donc que même si on n'a pas de gros moyens, qu'on n'a pas de grosses connexions, ce serait quoi le premier pas? Fais-moi peut-être une petite liste en fonction des tâches. Je n'ai rien fait. Oui. Je commence comment? Une chose que j'aime faire pour le courriel spécifiquement, surtout dans une plateforme de courriel, c'est de créer les segments comme tel. Dans le fond, si vraiment j'essaie de rejoindre les gens qui ont fait 2 transactions et je veux leur offrir une invitation pour une communauté privée. Donc, si on prend un exemple qu'on a parlé plus tôt, dans le fond, je peux créer le segment comme tel et je me mets une tâche à mon calendrier. Dans quelques jours, je vais regarder et je vais voir est-ce que les gens qui sont dans ce segment-ci sont les gens que je m'attends d'y voir. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas les bonnes personnes qui sont là-dedans? Et on peut raffiner un peu notre ciblage comme ci. Du côté d'un CSV, disons que si on veut faire ça également, faut faire le même type d'analyse parce que c'est certain que si on commence à utiliser des variables, l'information, et on commence à dire aux gens, ah, ben vous avez fait 2 transactions, non, et c'est pas vrai, on crée un peu l'effet inverse où la relation client est un peu, OK, ben, ils font des trucs automatisés sans vraiment regarder. C'est pas. Dans le fond, il y a comme un peu l'écart de même. Donc, c'est une bonne idée vraiment de commencer un peu avec juste tester, voir si on est capable de rejoindre, de cibler les bonnes personnes. Et de là, dans le fond, de commencer à voir comment on peut les contacter. Et de là, dans le fond, au niveau des campagnes, on peut commencer avec des plus petites campagnes, des petits segments et tester, voir comment ça performe. Parfait, merci. J'ai une question ici. Dans le cas de vente de services, il n'y a pas nécessairement de boutique en ligne, de panier abandonné, de transactions. Quand on vend des services, comment on mesure les résultats à ce moment-là? Puis quelle automatisation, j'imagine, on peut implémenter là-dedans? Oui. Au niveau des services, il y a tout le volet après le coup, dans le fond, au niveau de la relation. Dans le fond, si justement j'ai terminé un mandat, j'ai les suivis de ce côté-ci. Au niveau avant ça, dans le fond, on peut avoir peut-être un processus, on peut le découler en différentes étapes. Dans le fond, si on regarde vraiment, il y a, OK, bon, on a des personnes qui visitent le site, on a des personnes qui accèdent à ma page de service, on a des personnes qui me contactent, on a des personnes qui organisent un appel. Donc, c'est peut-être possible de regarder ces étapes-là. S'il y a assez de volume ou assez de pertinence de ce côté-ci, il y a peut-être une façon de créer une séquence pour justement en arriver à soit convaincre les gens ou de ramener les gens dans le giron. Donc, dans la situation comme ci, dans le fond, moi, j'ai automatisé certaines de mes tâches après les appels de coaching.
dans le fond, de ce côté-ci. Donc, je renvoie, dans le fond, les notes, un courriel aux gens de ce côté-ci. Fait que dans cette optique-là, fait que je pense qu'au niveau service, c'est peut-être, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de volume au niveau du site et des affaires comme ça, c'est probablement plus davantage au niveau de l'expérience client, après le coup, où il y a des gains à faire de ce côté-ci. Parfait. Merci. Tu parlais, une autre question, tu parlais qu'il y avait des indices pour reconnaître les différentes sources parce qu'effectivement, quand des gens s'inscrivent à ton infolette, tu peux avoir des Oui, gens qui ont un formulaire sur ton site, des gens qui arrivent oui. par ton Facebook ou tes médias sociaux. Plus pratiquement, comment une entreprise peut faire pour identifier ça? Oui. Donc, dans le fond, dans une situation comme ci, je sais pas, c'est toujours bien d'avoir des formulaires uniques, même si c'est toujours le même formulaire, et d'avoir idéalement une plateforme qui permet de savoir les liens, dans le fond, les liens qui sont utilisés au niveau de l'inscription. Dans certaines plateformes, il y a également la possibilité de voir les liens qui ont été visités avant le coup. Donc, un Active Campaign, entre autres, a des fonctionnalités comme ci. Donc, de ce côté-ci, ça donne une idée de même. Après ça, c'est possible de bâtir un modèle par-dessus ça où j'associe, où je vais segmenter, dans le fond, mes clients comme si, dans le fond, donc, sur mon site à moi, dans le fond, il y a, je pense, 125 formulaires. C'est du travail. C'est pas la façon que je recommanderais de le faire, mais c'est parce que des limitations avec la plateforme que j'utilise. Mais de ce côté-ci, dans le fond, il y a ça, mais je n'ai pas 125 taggings. Après ça, j'ai des segments qui vont arriver et dire, OK, ben, ça, c'est comme ci, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et après ça, j'ai des comportements qui vont être ajustés par rapport à ça. Donc, ça, on peut aller assez loin, mais il faut avoir la justification pour mettre ça en place, je pense. C'est ça, mais en fait, l'important, c'est peut-être d'avoir un peu de contexte autour de l'intérêt des clients pour que quand on Absolument. leur envoie un contenu, ce soit déjà un contenu qui soit plus pertinent pour eux. Absolument, absolument. Et juste de savoir le point de départ par rapport à ça, des fois, ça peut. Dans le livre, justement, je parle de l'approche, dans le fond, du chemin de fer, mais c'est un peu comme ça, dans le fond. S'il y a des gens qui vont arriver sur le site, ils vont partir de Vancouver. D'autres gens vont arriver sur le site, ils vont partir de Toronto pour se rendre à Montréal. Dans le fond, il y a pas toujours. Des fois, les gens vont être plus engagés, plus convaincus, ils vont avoir une meilleure compréhension du service. Donc, des fois, ça peut payer de vraiment comprendre où ils en sont dans le processus de réflexion. Parfait. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions de mon côté. Merci à vous tous qui êtes présents. Et puis, ben, c'est ça, Étienne le rappelé, il va y avoir 2 personnes parmi toutes les personnes inscrites qui vont avoir la chance de gagner une copie du livre d'Étienne que je vous recommande. C'est ce qui a mené à ce webinaire. Vous allez avoir aussi toutes les informations si vous avez besoin de contacter Étienne, si vous avez besoin de conseils plus précis. Merci de vous être joint à nous pour ce webinaire. Merci, un immense merci à Étienne d'avoir pris du temps pour nous. Et puis, ben, je vous salue, puis je vous invite à un prochain webinaire, Cake Mail. Merci de Merci, au l'invitation. revoir. Merci. Merci, Étienne. Au revoir.